Les trois quarts du temps, on fait tout manuellement. C'est pas la machine qui va voir s'il y a une tache de mildiou sur les pommes de terre ou s'il y a des insectes qui attaquent ou des choses comme ça. Tandis que là, quand on passe manuellement dans les cultures pour les récoltes, on voit s'il y a des attaques d'insectes, et ça remonte beaucoup plus vite que la machine, elle le fait pas ça. Là, tu peux avancer, Laurent. Ils forment des apprentis agriculteurs. Dans ces champs, au cœur de la ville, ils apprennent à travailler sans pesticides. Alors là, il y a les immeubles, on voit la flèche de la cathédrale juste à côté, puis selon l'angle, on voit aussi la tour Perret. Et ce qui était un peu bizarre, c'était des fois d'entendre en plein dans mes champs comme ça les sirènes des policiers. Et c'est vrai qu'il a fallu s'y habituer. Au carrefour de l'Île-de-France et de la Flandre, la Picardie est une terre de cathédrales. Avec 6 édifices exceptionnels érigés entre le XIIe et le XVIe siècle. Cette histoire débute à Noyon, avec l'édification de Notre-Dame. Les bâtisseurs posent ici l'un des premiers jalons de l'architecture gothique en France. En Picardie, elle annonce le début d'une compétition singulière pour faire sortir de terre des monuments toujours plus impressionnants. Christophe Huget sillonne l'Oise, l'Aisne et la Somme, les 3 départements picards, par passion pour ces 6 cathédrales. Après avoir exercé différents métiers, il a changé de vie pour devenir guide conférencier il y a 4 ans. Ce que j'aime dans les cathédrales, c'est la splendeur, la grandeur, la magnificence et évidemment la lumière. Christophe est à l'origine d'un circuit pour faire découvrir chacun de ces trésors. Son parcours débute à 40 km au nord de Paris, aux portes des forêts de Chantilly et d'Ermenonville, à Senlis. Au Moyen-Âge, c'est une cité puissante et le 2e édifice gothique de la région y sort de terre à partir de 1151. La vieille ville dévoile toujours un ensemble de maisons et de ruelles anciennes autour de la cathédrale. Notre-Dame de Senlis est un exemple parfait de la transition lente entre les architectures romanes et gothiques. Dans les parties basses, les ouvertures sont encore petites. Cette technique en arc plein cintre est la seule employée jusqu'à la fin du XIe siècle. Dans les parties supérieures, les percées sont plus hautes. En forme d'ogive, elles sont la marque des proportions gothiques. Là, on voit que dans cet édifice, cette lumière va rentrer. Enfin, les fenêtres vont pouvoir s'ouvrir à plein et on voit bien que la surface vitrée par rapport à la surface murée a beaucoup augmenté. L'art gothique, c'est faire rentrer la lumière dans un édifice, car la lumière que les fidèles vont pouvoir voir à l'intérieur de l'église, elle est le symbole de la lumière divine.
Notre-Dame est de taille encore modeste. Les grandes arcades, dans la nef, ne culminent qu'à 6,60 m au-dessus du sol. Si vous regardez attentivement, vous avez certes une multiplication des ouvertures, mais vous avez toujours, par rapport à la taille des ouvertures, de gros supports, vraiment très gros supports. Pour la sécurité du voûtement, on emploie beaucoup de pierres encore. On n'est pas arrivé à l'évidement, à la dématérialisation complète des murs, donc il faut toutefois encore beaucoup de matière pour élever une cathédrale. Le joyau de Senlis est à l'extérieur, sur le grand portail. Ce tympan sculpté est le premier à représenter le couronnement de la Vierge. La cathédrale gothique est indissociable d'un grand programme sculpté. Et à Senlis, on a un programme sculpté qui est quasiment d'origine, et quelques restaurations. On pourrait dire qu'une cathédrale sans les images sculptées, c'est un peu comme une belle à qui il manque un œil. La restauration récente a permis de retrouver les couleurs apposées sur la pierre il y a 900 ans. Ces statues représentent la vie quotidienne au Moyen-Âge. Elles sont la marque du gothique dit primitif. Christophe quitte Senlis et traverse le département de l'Oise en route vers l'Aisne. Pour la deuxième étape de son circuit de découverte, il se dirige vers la plus grande ville du département, Laon. La cathédrale y marque une autre étape importante dans l'histoire de l'architecture. Alors on a vu Senlis, il faut voir Laon. Il faut voir la cathédrale de Laon. C'est une cathédrale qui est quand même assez grande. Elle fait partie des grandes cathédrales. À Laon, on est juste après les années 1150. Et en quelques années d'écart, l'intelligence des architectes a fait un bond en avant prodigieux. C'est extraordinaire. On va vers plus grand, donc plus large, plus long, plus haut. Après 1 heure de route, Notre-Dame de Laon se dévoile sur son promontoire. Édifiée en 1155, quelques années après Senlis, elle domine la plaine du Valois. Pour affirmer leur puissance, les évêques poussent les bâtisseurs à des audaces toujours plus impressionnantes. Ici, ce sont 5 tours monumentales. Christophe aime faire découvrir Notre-Dame par ses parties les plus hautes. Il monte dans l'une des flèches par un escalier à vis ajouré. À l'extérieur comme à l'intérieur, on cherche ici à jouer avec la lumière. Aux angles des campaniles, un bestiaire sculpté rend hommage aux animaux qui ont transporté les matériaux pour la construction de l'édifice. Pour bâtir le monument, au cœur de cette cité prospère, l'évêque Gauthier de Mortagne doit s'assurer les bonnes grâces des habitants. Le gros problème, c'est qu'en fait, devant le futur parvis et devant une partie de la nef, il y a des maisons de bourgeois. Et les bourgeois de Laon, à cette époque, ce ne sont pas des gens faciles. Ils ne vont pas vendre leur maison comme ça pour qu'une cathédrale puisse avancer vers eux. Eh bien, les chanoines vont s'armer de patience. Ils vont payer très très cher des maisons qu'ils vont ensuite amener à la démolition pour faire avancer la cathédrale d'est en ouest. Et ils ont réussi leur pari et la cathédrale est érigée en une trentaine d'années seulement, sauf les tours. Notre-Dame de Laon inspirera les constructeurs des cathédrales de Reims, Chartres et Paris. Le coup de génie de l'architecte, c'est de produire un édifice qui n'a plus rien à voir avec la lourdeur des premières cathédrales.
On a vu à Senlis ces grands piliers épais qui devaient marquer un rythme fort, un rythme faible. Eh bien là, clac, 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 il les balaye. Donc il donne en fait une perspective qui se prolonge dans un espace qui a complètement fusionné. Il a ouvert les espaces en grand. En fait, en grand, il met les gaz. Pour l'époque, le monument bat tous les records. Avec ses 24 mètres sous voûte et ses 110 mètres de long. Et surtout, les tailleurs de pierre innovent avec cette rosace. C'est la première jamais percée et elle va changer durablement l'aspect de tous les édifices religieux. On voit que les parties de pierre sont encore très présentes. L'audace du constructeur ne peut pas encore aller trop loin. Il est obligé de conserver en fait de l'armature. Et cette armature, c'est la pierre qui entoure en fait les médaillons qui sont autour de cette grande baie vitrée circulaire. Après Laon, Christophe reprend la route en direction d'Amiens. Il quitte le département de l'Aisne et traverse la région de Saint-Quentin. Sur des routes comme celle que vous voyez, l'imaginaire, il a le temps en fait de mûrir. Et quand on passe d'une cathédrale à l'autre, ça laisse le temps de digérer ce qu'on vient de voir et ce qu'on vient de regarder. Donc, en cela, la route fait partie de l'intérêt de découvrir une cathédrale par cathédrale. En roulant vers la préfecture de la Somme, Christophe se dirige vers la plus grande des 6 cathédrales picardes. Alors là oui, on va sentir une grosse progression dans le gothique. C'est d'avoir fait quelque chose de gigantesque, d'immense, splendide, mais sans démesure. Et là ça mérite pas le détour, ça mérite le voyage. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, Notre-Dame d'Amiens est érigée 70 ans après celle de Laon. Avec ses 145 mètres de long, on atteint ici des records. Il aura fallu 68 ans pour édifier ce chef-d'œuvre. Là encore, les progrès dans les techniques de construction permettent aux bâtisseurs toujours plus d'audace. Elle est la plus vaste cathédrale de France, avec ses volumes intérieurs plus grands que ceux de Notre-Dame de Paris. Nous sommes dans la plus grande cathédrale gothique du monde médiéval. Donc là, l'entrée ici est phénoménale. On a du mal à imaginer la taille de la cathédrale. Elle répond à une nécessité de faire rentrer tous les fidèles de la ville d'Amiens. Et la ville d'Amiens, elle est très peuplée et elle est immensément riche. Donc, à ville immensément riche, à diocèse extrêmement prospère, cathédrale en rapport, grandiose. Regardez la largeur du couloir de circulation latérale. Mais c'est prodigieux, c'est prodigieux. On arrive quasiment à la largeur de la nef de Senlis. Enfin, on est passé à un autre monde. C'est complètement fou. Si on regarde ici maintenant, la première fois que votre œil vient frapper une voûte, vient regarder, vient heurter une voûte, c'est quasiment à 20 mètres. On est plus haut que la première voûte de Senlis, bien sûr. Et quand il aura fait ce premier voyage, il lui reste à gravir tous ces étages pour aller frapper, voir en fait la voûte qui est au sommet, qui est perchée à 42,30 mètres. Les dimensions sont hors normes. La hauteur de la voûte s'élève à 43 mètres. Le monument semble être une véritable cage de verre. Pour y parvenir, il a fallu évider les murs et fabriquer un squelette extérieur qui contient les forces.
ce sont les arcs-boutants qui maintiennent les poussées. Ceux de la nef d'Amiens sont à double niveau pour mieux résister à la pression exercée par les immenses voûtes. Graciles et élégants, ils laissent mieux passer la lumière. Le cœur de la cathédrale d'Amiens est le sommet de l'art gothique. Ici, on le voit, la lumière rentre sur tous les niveaux et en fait, on dirait que la matière vient fusionner avec la lumière. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il va falloir faire plus, il va falloir faire encore plus fort et plus haut, ce sera Beauvais, mais Beauvais malheureusement va se heurter aux lois de la physique. À 50 km d'Amiens se dresse Saint-Pierre de Beauvais. C'est en 1225 que l'évêque-comte Milon de Nanteuil lance la construction de ce monument qui doit surpasser les cathédrales de toutes les villes de Picardie. Mais ici, les bâtisseurs atteignent leurs limites. En 1284 survient le premier drame. Une partie du chœur s'effondre avec la rupture d'un arc-boutant. Au début du XVIe siècle, on décide de monter ici la flèche la plus haute de la chrétienté. Elle atteint 153 mètres de hauteur. Mais en 1573, la malédiction continue. Alors que les fidèles sortent de la célébration de l'Ascension, la flèche et 3 étages du clocher s'effondrent. Ils ne seront jamais remontés. On appelle aujourd'hui Saint-Pierre la cathédrale inachevée. La nef, la partie avant de l'ouvrage, n'a jamais été construite. Dans son aile gauche, elle abrite un joyau de mécanique. Cette horloge astronomique de 15 mètres de haut. Voilà, la force se libère, le moteur fonctionne comme il faut, donc on va aller voir devant. C'est Jean-Luc Delattre, le gardien de la cathédrale, qui prend soin au quotidien de cette merveille conçue au XIXe siècle. Cette mécanique exceptionnelle actionne 68 statuettes de bois qui s'animent tous les quarts d'heure à son sommet. Ce matin, Jean-Luc s'apprête à nettoyer 6 de ses figurines. C'est un honneur pour moi qui ne suis pas horloger reconnu de métier, qui n'ai pas de diplôme d'horlogerie. C'est un honneur pour moi de mettre les mains sur une mécanique de 1868. Hop, voilà, en voilà un. Alors là. Les personnages symbolisent les 4 âges de la vie. Jean-Luc commence par démonter la statuette du vieillard. Ici, on a les 4 âges de la vie. L'enfant, c'est l'insouciance, il est sur un tabouret, j'ai oublié le bokeh. Derrière, on va avoir tout de suite l'adolescent. C'est le temps de la recherche. Il a un livre ouvert, il étudie. Le 3e temps, c'est le guerrier, l'adulte. Il a acquis la connaissance, mais on le voit, il est campé sur son épée, il regarde droit devant lui, il faut qu'il reste vigilant. Et puis on a le vieillard au moment du jugement dernier. Le gardien travaille sous la direction du maître horloger, Jean-Paul Crabe. C'est lui qui a patiemment restauré cette horloge de 90 000 pièces. Il a remis en état l'assemblage de rouages, de tringles et d'engrenages. Tout ce mécanisme qui actionne les cadrans de l'horloge et permet d'animer les automates. L'horloger Auguste Lucien Vérité qui a fait cette horloge
était d'une telle ingéniosité. Comme il y a tellement d'aiguilles à faire bouger, il y a tellement d'automates auxquels il faut donner le mouvement, il a fait un système de tringlerie que vous pouvez voir en bas, où quand on passe d'un bloc moteur à un autre, vous voyez ici, vous avez 5 autres blocs moteurs. Vous avez par exemple celui-ci, regardez le bruit que ça fait, le volant. Vous avez ici le bloc moteur qui donne l'énergie aux vis et au diable. Au-dessus apparaît la scène du jugement dernier. À la gauche du Christ, un damné représente le vice. Il serre dans sa main un serpent, symbole du mal. Le diable l'entraîne vers l'enfer. Immédiatement à l'étage inférieur, la machinerie démarre la scène suivante. Grâce à ce système de tringlerie, il donne la commande à un autre bloc moteur qui est tout à fait à l'autre bout. Vous avez diamétralement opposé la vertu et l'ange. La vertu apparaît, sereine, sûre d'avoir vécu dans le bien. Un ange l'accompagne et chante ses louanges. Les créateurs ont aussi imaginé des décorations qui symbolisent le bien et le mal. Alors là, on est dans la partie du bien. On a le Mont Saint-Michel, que tout Français reconnaît. Et en dessous, dans le petit cadran blanc, c'est l'heure des marées au Mont Saint-Michel. Là, on est dans le côté du bien. Et le Mont Saint-Michel est un endroit de bienfaisance. Donc voilà pourquoi Auguste Lucien Vérité a choisi de le mettre de ce côté-là, parce que ça fait partie de notre patrimoine. L'horloge fournit toutes les données astronomiques connues au XIXe siècle. Autour du balancier, une guirlande de cadran, comme elle s'appelle. Vous avez des indications du jour. Vous avez le lever et le coucher du soleil. Les saisons, très colorées. Les signes du zodiaque. La longueur du jour et de la nuit. Tous ces rouages sont calés sur le méridien de Beauvais. On peut ainsi connaître l'heure partout dans le monde par rapport à la plus grande ville de l'Oise. Si le mécanisme est exceptionnel, le meuble qui le soutient l'est tout autant. Il raconte aussi la lutte entre le bien et le mal. Le meuble est tout à fait atypique et tout à fait symétrique. Là, on est à la droite du Christ, on est au paradis, la partie est gagnée. Vous pouvez le voir, sur les damiers, il y a des pions et en haut, vous avez des visages souriants. Par contre, de l'autre côté, quand on regarde le pilier, la partie est perdue, l'absence de pions sur les damiers et là-haut, vous avez des têtes de mort, contrairement aux visages souriants. On ferme! Tous les soirs, l'horloger autodidacte redevient gardien des lieux. Alors vous connaissez tous les recoins de la cathédrale vraiment? Un petit peu, oui. On va dire que maintenant je connais... elle m'en apprend encore, hein. Il y a toujours à apprendre, tous les jours on apprend. Et voilà, une journée terminée. On ferme! Ça se passe bien? Oui, très bien. D'accord, on va voir ça. Le lendemain, Jean-Luc accueille l'architecte en chef de la cathédrale. Après vous, messieurs. Merci. Jean-Lucien Guénoun est en charge de ce vaisseau de pierre depuis 7 ans. Ce matin, il retrouve des artisans plombiers. L'eau est l'ennemi numéro 1. Elle ruisselle des hauteurs et s'infiltre dans les murs.
La pierre se dégrade, menaçant l'édifice. Pour leurs travaux de restauration, les façonniers utilisent toujours les techniques ancestrales. Quand il s'agit de battre du plomb, les techniques sont restées les mêmes. On a des améliorations, bien sûr, puisque maintenant, pour chauffer le plomb, on a ce qu'il faut avec des chalumeaux. À l'époque, bien sûr, ils chauffaient autrement, hein, avec du bois. Donc, on améliore les techniques, mais la base, le savoir-faire, la main, reste essentiel. C'est grâce aux artisans, aux compagnons qu'on arrive à avoir cette tradition qui se transmet de savoir-faire. Et sur les monuments, c'est fondamental parce que c'est toujours du sur-mesure, hein. C'est de la haute couture en fait. On a à chaque fois des détails qui sont un petit peu différents et on a besoin de tous ces corps de métier spécialisés qui font qu'on peut restaurer ces monuments. Puis l'architecte se rend au niveau des arcs-boutants. À Beauvais, ils font plus de 50 mètres de hauteur. L'équipe termine la restauration d'une balustrade. Dans une simple cocotte minute, les artisans font fondre du plomb. Cette technique pour jointer deux pierres de taille remonte aussi au Moyen Âge. Chaque fois qu'on restaure, c'est l'intérêt de faire perdurer les techniques. On garde la mémoire du chantier médiéval. Et ça, c'est fondamental aussi dans les savoir-faire. Pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, ils avaient choisi à certains endroits de mettre du plomb plutôt que du mortier de chaux? C'est dans les endroits stratégiques où on a des raccords de pierre un peu plus fragiles, hein, on a des parties sculptées. Donc ça permet effectivement de garder les joints plus longtemps. Jean-Lucien Guénoun nous emmène au sommet de la cathédrale, interdit aux visiteurs. Ici, rien n'a changé depuis la construction au XIIIe siècle. Ce qu'on découvre, c'est notamment comment les charpentiers construisaient les charpentes. À savoir qu'ils procédaient à l'assemblage des bois et ils marquaient en fait à chaque fois d'un numéro, ici le numéro 7, l'ensemble des bois. Donc les séries sont faites comme ça pour que les pièces de bois s'emboîtent parfaitement. On travaille au sol, on monte les bois et on les met en place. Et comme on les a numérotés, ça va très vite. Même la roue de 3 mètres de diamètre avec laquelle les ouvriers montaient les charges est encore visible. Ce qui est particulièrement intéressant à Beauvais, c'est qu'on a conservé ce qu'on appelle un écureuil, c'est-à-dire ce dispositif qui servait à monter toutes les charges, à la fois les pierres, ici les pièces de charpente, et qui était donc manipulé par des personnes, des ouvriers, qui étaient dedans un petit peu pour faire tourner la roue, comme on fait aujourd'hui avec les cochons d'Inde. C'est le même principe, on arrivait à monter des lourdes charges comme cela. Dans les combles, au-dessus du chœur, le conservateur nous dévoile une trappe qui ferme encore la plus haute voûte gothique jamais bâtie. Elle révèle la plus belle vue sur la cathédrale à 49 mètres au-dessus du sol. Tous les soirs en été, le parvis s'anime pour l'illumination de Saint-Pierre de Beauvais. Je trouve qu'on est un peu sombre sur le bas jardin, non? C'est Hélène Richard qui a imaginé le spectacle. Scénographe de renom, elle a déjà mis en scène les façades de la cathédrale de Reims ou du château de Chambord. Ici, elle retrace les grandes heures du monument. On
reprend chaque trait, chaque relief de la cathédrale pour montrer en quelque sorte quel est son plan, quelle est sa structure, pour que le public puisse suivre et découvrir toutes les subtilités de l'architecture. Pendant 20 minutes, la façade de la cathédrale s'anime sous les jeux de lumière créés par Hélène. Ça permet de visualiser des choses qu'on ne voit pas à la lumière du jour, puisqu'en fait on peut créer des effets justement très graphiques, on peut éclairer des endroits qui ne sont pas forcément éclairés ou mettre en ombre des éléments qui sont en plein soleil justement dans la journée, donc ça permet de voir autrement la structure. Retour à Amiens. À quelques centaines de mètres de la cathédrale Notre-Dame, d'autres passionnés font vivre une tradition bimillénaire, l'exploitation des ortillonnages. Les ortillonnages, ce sont ces parcelles de terre dans un dédale de 65 km de petits canaux. Ces jardins flottants constituent un site unique au monde. Ils sont encore 7 maraîchers à y cultiver les légumes. Bon bah c'est bon, on va pouvoir aller à pommes de terre. Elles sont bonnes à arracher. On va aller comme ça en avançant. Donc il y a une équipe quelqu'un qui commence déjà à enlever, juste à enlever les fans comme ça. Jean-Louis Christen est l'un d'eux. Aujourd'hui, il commence la récolte des pommes de terre. Quelqu'un qui bêche. Il s'est lancé il y a 30 ans dans l'agriculture biologique, bien avant la mode. Et après, ben voilà. Les 3/4 du temps, on fait tout manuellement. C'est pas la machine qui va voir s'il y a une tache de mildiou sur les pommes de terre ou s'il y a des insectes qui attaquent ou des choses comme ça. Tandis que là, bah, quand on passe manuellement dans les cultures pour les récoltes, et ben on voit s'il y a des attaques d'insectes, et ça remonte beaucoup plus vite que la machine, elle le fait pas ça. Il a un petit peu avancé, Laurent. Il forme des apprentis agriculteurs. Dans ces champs, au cœur de la ville, ils apprennent à travailler sans pesticides. Alors bon, là il y a les immeubles, on voit la flèche de la cathédrale juste à côté, puis selon l'angle, on voit aussi la tour Perret. Et ce qui était un peu bizarre, c'était des fois d'entendre en plein dans mes champs comme ça les sirènes des policiers. Et c'est vrai qu'il a fallu s'y habituer. Sur ces parcelles, on trouve de tout, des radis, des choux-fleurs, des carottes ou du melon. Au total, 70 variétés de fruits et légumes. Ça, c'est de la laitue rouge. Les salades sont sa spécialité. Voilà. Après, on a de la feuille de chêne verte, feuille de chêne rouge. Alors tout ça, c'est relativement connu. Après, la grenobloise, ça, c'est un peu moins connu. C'est une batavia très cloquée, qui est très très bonne. Elle peut devenir vraiment très grosse. Et puis, il y a la petite sucrine du midi. Mais alors, les petites sucrines, on sent qu'elles sont sucrées, qu'elles sont vraiment très bonnes. On vend toutes nos salades au même prix. Alors quand les gens voient une petite salade comme ça par rapport à une batavia, bah, des fois ils ont envie de... Mais quand ils l'ont goûté, après, des fois ils reprennent la petite aussi, parce qu'au niveau du goût, tout ça, c'est quand même autre chose. Hein. Même dans les salades, hein, on a des goûts différents aussi. Jean-Louis navigue avec sa barque à cornet, la même qu'utilisaient les maraîchers pour livrer leurs légumes au marché d'Amiens. Pourtant, cet endroit étonnant a failli disparaître.
Dans les années 70, une association de maraîchers a réussi à empêcher la construction d'une voie rapide qui devait traverser les ortillonnages. Aujourd'hui, cet écosystème est sauvé. Les sédiments ils se posent en permanence sur l'ensemble des fossés et des rieux. Et puis, une fois de temps en temps, généralement l'hiver, quand on n'a plus les cultures, eh bien, on va draguer, on va remonter cette vase-là et on va l'étaler sur les terrains. Et c'est ça qui va valoriser les terrains, qui va les fertiliser. Jean-Louis s'enfonce maintenant dans la partie la plus sauvage des 65 km de canaux. Ces parcelles ont été délaissées il y a une trentaine d'années par les maraîchers. C'est un petit peu, c'est vraiment assez féerique de voir un endroit comme ça, en plein milieu de la ville, en plein milieu de la Picardie, avec toute cette végétation. Bonjour. Aujourd'hui, les Amiénois viennent s'y reposer pendant leur temps libre. Généralement, il y a des petits embarcadères un peu partout en périphérie des ortillonnages. Et les gens ont leur barque. Ils viennent avec leur barque jusqu'ici et puis passent un petit moment tranquille dans le coin. J'avais essayé dans le jardin il y a quelques années la sauge ananas. Ah oui, oui. Avec une jolie fleur rouge. Jean-Louis reçoit régulièrement sur son exploitation Éric Boutet, le seul chef étoilé de la Somme. Ça, c'est super aussi. Il vient régulièrement chercher ici ses légumes. Parce que ça a vraiment un petit goût le cuisinier est connu pour travailler le chou. Et voilà, les choux frisés. D'accord. Quel tu veux. T'as le choix du coup. Bah écoute, des choux, je te laisse faire, c'est ton métier, des choux bien paumés. Ouais. Bah, tu vois, il y a des... Oui, bah, celui-là, il a l'air pas mal. Alors tu vois, si on le coupe entier, ça fait un chou ça fait des choses assez impressionnantes. Hein. Oui, c'est clair. Alors que quand on voit sur les étals, bah, c'est vrai que ça fait un tout petit chou. Ah oui, parce alors qu'à l'origine... Oui, on va utiliser voilà, que ça. Voilà, on n'utilise que ça. Bah, écoute, je vais te les laisser, les feuilles. Et voilà. Bah, écoute, impeccable. Bah, comme on voit, ces choux-là, ce chou fraîchement cueilli, qui est bien ferme, qui est bien paumé. Et contrairement à ce qu'on peut voir quelquefois dans des étalages, les choux sont tout ramollis, enfin, il n'y a rien. Là, voilà, quoi, c'est ferme. Et avec ça, on va pouvoir faire un chou, je pense, de qualité. Dans l'après-midi, Éric quitte Amiens et roule vers le littoral. Il t'avait sorti quelque chose avec un jus de réglisse. Il emmène Franck, un ami amateur de cuisine, découvrir des plantes sauvages comestibles. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est affiner ses connaissances sur des produits parce que, aimant bien recevoir, Franck aujourd'hui va pouvoir comprendre qu'on peut faire quelque chose de sympa avec les produits de la baie. Après 1 heure de route, ils arrivent en vue de la baie de Somme. Cet estuaire est classé réserve naturelle. En 2011, la baie a reçu le prestigieux label Grand Site de France pour ses marais et ses prés salés. Pour un amateur de nature, c'est l'endroit idéal. Il y a les odeurs de marais, de vases, mais qui ont un charme fou. Et ça... Se promener dans la baie ouvre l'appétit. Les deux amis atteignent le Crotoy, à l'extrémité nord de l'embouchure.
ils vont pouvoir commencer leur cueillette. Regarde. Là, on va trouver notre bonheur dans tout ça, tu vois. Vas-y en premier. Allez, j'y vais. Tu me retiens? Éric et Franck descendent sur les Molières. Ces vastes étendues herbeuses qui ne sont recouvertes par la mer qu'en période de grande marée. Alors attention, ça glisse. Je te suis. Ça se mérite, hein, Eric. Voilà. Le flot commence à remonter et les pêcheurs de coquillages quittent les chenaux pour échapper au courant. 4 fois par jour, la baie change de visage. Donc là, bah tiens, tu vois, regarde. Voilà. Éric fait découvrir à Franck l'astère maritime, que l'on appelle ici l'oreille de cochon. Tu vois, voilà. Et de cette taille-là, ça se mange cru ou cuit. C'est vraiment très agréable en bouche et c'est très iodé. Ou on les cuisine, ou on peut les manger crus comme ça. Cru? Et en salade? Ouais. C'est un produit de la mer qui peut quand même se marier avec une viande blanche. Mais c'est très iodé, c'est un petit peu croquant, c'est très plaisant. On se dit qu'on est dans un garde-manger à ciel ouvert, ça c'est très original. On n'a pas besoin d'aller dans le magasin. On dit, tiens, on fait une petite promenade, on se ramène quelques petites pousses. Ça c'est extraordinaire. C'est la chance d'être dans ce coin-ci. On a tout ce qu'il faut sous la main. C'est la magie de la baie de Somme. Exactement. Puis les deux amis s'enfoncent un peu plus dans les Molières pour chercher d'autres plantes. Ah bon, on va le faire là. Ils découvrent de l'obione. Un beau tapis. Là, il y en a des jolis, là. Un arbrisseau qui colonise les vasières et les prés salés. C'est une plante grasse, typique de notre région. Ça rentre dans la composition d'une petite salade, d'un mesclin. Ça vient donner une petite note salée. Ou alors en chips à l'apéritif, qui pour moi est plus original que d'incorporer ça dans une salade. Où là, plutôt que d'avoir de la chips grasse, on a cette feuille délicatement frite qui vient croustiller un petit peu sous le palais, avec cette petite note toujours, ce que l'on a ici, la petite note iodée. Éric est revenu s'installer dans la Somme il y a 8 ans, après avoir travaillé avec Joël Robuchon et Jean Delavenne. En cuisinant les plantes de la baie, il retrouve les saveurs de son enfance. C'est quoi la Somme? C'est quoi la baie de Somme? C'est le pays entre terre et mer. Ça pourrait presque être un pays imaginaire, parce que voilà, on peut penser à tout. Ici, il n'y a personne, on n'entend pas un bruit. C'est beau, le paysage est changeant. Donc voilà, alors Franck, on va trier un petit peu On va trier ça rapidement. Avant le service du soir, Éric et Franck cuisinent les oreilles de cochon ramassées dans la baie. Ah, alors ça, c'est vrai que c'est mon poisson préféré. Elles vont accompagner un Saint-Pierre pêché en manche. Un poisson juste cuit, hyper frais, une compotée d'oreilles de cochon, et voilà, c'est tout. On va pas chercher midi à 14h. Et là... Première étape, il faut refroidir les feuilles à peine bouillies. On les ébouillante pour les ramollir un petit peu et les pré-cuire. Et un choc thermique immédiat pour les stopper la cuisson et maintenir la couleur verte. Ça, c'est un procédé que l'on applique à tous les légumes verts. La crème devient elle est bien à pente. Ouais. Donc là, on va mettre... Donc oui, c'est quand elle... Puis il faut mélanger les oreilles de cochon à la crème fraîche réduite. Là, on va pas en mettre beaucoup. Voilà, je te laisse remuer un petit peu. Après 20 minutes de préparation, les aiguillettes de Saint-Pierre à l'étuvée au beurre d'algues sur un lit d'oreilles de cochon sont prêtes. On va mettre quelques feuilles d'obione
juste au-dessus, comme ça va apporter un petit peu de croquant, un peu de croustillant. Et un montage avec un peu de verticalité. C'est le principe de la chips. Hein. Et comme c'est légèrement salé, ça va attiser un petit peu les papilles. On va passer un petit peu la fleur dans la vinaigrette. Éric peut décorer le plat avec une touche de couleur, une pensée. Non, mais juste un petit peu pour avoir un peu cette fraîcheur. Et voilà, juste, on va mettre un petit peu quelques gouttes de crème pour compléter. Bon, allez, on goûte. On va goûter. Avec ça, je vais faire des envieux quand je vais le faire. C'est assez intéressant cette alliance avec les oreilles de cochon. Pas mal. Bon, dépêche-toi parce que moi je finis tout. Hein. Pour une fois que tu cuisines dans ma cuisine, je vais pas m'en priver. Hein. Ouais, très bon. Tout au sud de la côte picarde, marquant la frontière avec la Normandie, les hautes falaises de Cray abritent l'une des plus jolies cités balnéaires de la Manche, Mers-les-Bains. Magnifiquement conservée, elle offre un témoignage exceptionnel sur l'architecture de la Belle Époque. Chaque été, des cabanes de bois sont montées sur la plage de Galets. Mers devient alors une destination prisée du littoral picard. Le succès de la petite ville remonte à la fin du XIXe siècle avec l'avènement de la mode des bains de mer. En 1873, le train arrive jusqu'ici avec un slogan « À 3 heures de Paris ». L'essor est fulgurant et les constructions se multiplient sur la grève. Sur la digue, on construit un tramway pour parcourir plus facilement les 2 kilomètres de la promenade. Les hôtels sortent de terre, du plus familial au plus luxueux, comme le fameux Grand Hôtel des Bains. On construit également un tennis et un casino. Les familles de Parisiens aisés peuvent ainsi découvrir les bienfaits des bains de mer et de l'air iodé. Nicolas Andrieux exerce un métier singulier. Il est régisseur gardien de villa. Il surveille et entretient une dizaine de maisons du bord de mer. Ce que j'aime ici, c'est qu'on retrouve tous les styles. Le style picard, des frontons, de la brique, quelque chose de simple, d'épuré. Après, un style anglo-normand avec de nombreux beaux windows, des charpents, de la structure haute. Et après, forcément, on est dans l'époque Art Nouveau, donc c'est des courbes, c'est des fers forgés, c'est des fleurs, c'est des animaux sur les garde-corps. Donc on retrouve un peu tout ça dans Mers-les-Bains sur 1 kilomètre de plage. Comme les terrains sont étroits, les constructions s'élèvent en hauteur, souvent sur 3 étages. Les architectes créent des façades jumelles pour donner aux maisons un effet plus cossu. Ce matin, le régisseur doit aérer la Villa Santa Maria. Dans quelques heures, les propriétaires seront sur place pour le week-end. On va aller faire un petit tour au 2e étage, parce que là, mes vacanciers ne vont pas tarder à arriver, donc on va faire vite. Hein. L'escalier se rétrécit, 2e étage, toujours villa en hauteur. Il doit ouvrir les 32 volets face à la mer. Ces fenêtres avec les volets picards. Si on veut tout enlever, ça fait presque une demi-journée. Hop. Ce qui me plaît à Mers, c'est
c'est pouvoir refaire un mur et m'arrêter 2 minutes et regarder la mer. Ça change toutes les 2 minutes. On a un spectacle vivant, surtout dans la région. On peut avoir le vent le matin, la marée basse, le vent tombe, le ciel se découvre. Je ne demande pas plus. Oui, je vous ai demandé de venir parce que j'ai eu les propriétaires récemment et on va accélérer la rénovation. Un peu plus tard, Nicolas retrouve une céramiste réputée, Louise Bulcourt. Il y a des céramiques sur cette façade-là. Il y en a aussi sur le côté? À la demande du propriétaire, elle doit restaurer des ornements décoratifs. Alors, il y a la même frise en hauteur. Par contre, après, les éléments, ils sont différents selon les étages. Installée à Mers-les-Bains depuis 20 ans, Louise travaille sur de nombreuses villas remarquables. Après, c'est les mêmes. Par contre, là, il manque l'élément bleu supérieur. Oui, la tête de fleur, si je puis dire. Oui, c'est tout à fait possible de refaire. Dès le boom de la construction, les architectes utilisent ces motifs pour égayer les façades en briques. Souvent, le nom de la maison inspire les ornements. À la Villa Iris, le décorateur imagine des fleurs en carreaux de céramique. À la Villa Cyclamen, le même décorateur dessine un visage de femme coiffé d'une couronne fleurie. D'inspiration plus épicurienne, le fronton de la villa Hélène et Paulette est recouvert de mosaïques représentant des grappes de raisin dans le pur style palazzo italien. À l'époque, les architectes étaient aussi décorateurs. Donc, ce n'étaient pas des gens qui venaient juste poser une petite chose comme ça sur une maison. L'ensemble était repensé et en fait, on voulait faire un art nouveau dans le sens où il s'inspirait du végétal, de l'animal. On reprenait pied en fait avec la nature et en fait c'était une espèce de printemps comme ça et qui donne aussi cette espèce de gaieté et de joie de vivre qui est caractéristique de Mers. Quelques jours plus tard, Nicolas est attendu à l'écart du front de mer, à la Villa Parisienne. C'est l'une des plus belles maisons Art Nouveau de Mers. La Villa Parisienne, il y a sa copie conforme un peu plus haut, en rouge, la Villa Française. C'est un armateur de mémoire qui avait fait construire ça pour ses 2 filles. Donc chacune avait la sienne, donc elles sont vraiment identiques. Et là, il nous a fait ça dans un style, on retrouve le style Art Nouveau. Par contre, à la différence du front de mer, on retrouve bien le parement en briques, comme l'étaient à l'époque toutes les villas du front de mer de Mers-les-Bains. À la Villa Parisienne, des travaux sont en cours sur les fenêtres. Oh là là, c'est lent. Nicolas a rendez-vous avec Françoise Douvrin de l'association des propriétaires de Mers, Tombe pas, qui préserve ses petits trésors d'architecture. Oui. Il est vraiment magnifique ce beau window. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce deux tons de vert là. J'aime beaucoup ça. Je vais d'ailleurs le faire en photo. Oui. Je trouve que ça met bien en valeur tous ces décors Art Nouveau qui sont magnifiques. Comme dans toutes les stations balnéaires de la Normandie à la mer du Nord, les beaux windows, ces fenêtres ouvragées, ont révolutionné la décoration des façades. Ces larges ouvertures vitrées, importées d'Angleterre dans les années 1870, protègent des intempéries et permettent aux propriétaires de voir et d'être vus par les estivants. Il faut qu'on puisse ouvrir. Faut ouvrir oui. au niveau de la cote. Ah oui, ouais. d'accord. Ouais, alors,
Sur le chantier, Nicolas retrouve les deux ébénistes. Ils travaillent régulièrement à la réfection de ces façades protégées. Et là, pour celle-là, c'est la même chose aussi à l'atelier à faire? Quand on achète un bien dans le secteur sauvegardé, il faut le préserver, le restaurer quand c'est nécessaire, dans le respect des règles. Mais ça coûte cher de restaurer comme ça. Ah oui, de toute façon, on est absolument sorti du standard, on est dans le sur-mesure. C'est vrai que ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer pour garder ce patrimoine exceptionnel. Aujourd'hui, le secteur sauvegardé de Mers-les-Bains compte 600 villas. Le lendemain, sur le bord de mer, Françoise retrouve un autre membre de l'association. Pour leur inventaire, ils sont attendus par le propriétaire de Santa Teresia. Ils vont visiter cette maison pour la première fois. Messieurs, dames. Bonjour, monsieur Capel. Bonjour, monsieur. Entrez, entrez. Oh ben voilà. Oh là là. L'extérieur, avec sa charpente métallique, rappelle que son premier propriétaire, Paul Gerbeau, a participé à la construction de la Tour Eiffel. Alors ici, c'est la salle à manger, avec la cheminée, qui est d'époque, tout en marbre. L'actuel occupant veut leur montrer la salle à manger. Cette pièce est exceptionnelle pour une maison de vacances. On peut supposer qu'elle était là à l'époque, parce que c'est typiquement Napoléon III pareil. Hein. Oui. Les mailles, c'est superbe. Les mailles superbes, les colonnes superbes, magnifiques. Rien n'a bougé depuis. Cheminée monumentale. Hein. Oui. Les colonnes complètement détachées. Ouais. Après la cheminée, il découvre le plus bel élément décoratif de la villa, l'impressionnant plafond à caisson. Les initiales de Paul Gerbeau. Un décor directement inspiré de la Renaissance, très à la mode, à la fin du 19e siècle. Je suis émue, je suis enchantée, admirative. C'est vraiment une très très jolie maison. C'est bien là, à l'abri du vent? Ben, moi, je m'imagine là, à la fin du 19e siècle. Alors, il n'y a rien, pas de voiture, pas de parapet. Tout est dédié à la villégiature et on voit passer les dames avec leurs jolies robes, leurs ombrelles, Tout à fait. les calèches éventuellement. Au nord de Mers-les-Bains apparaissent les immenses plages de sable et de galets qui s'étendent tout au long de la côte d'Opale. La pointe du Hourdel marque l'entrée dans la baie de Somme. Au nord de l'embouchure se trouve l'un des plus grands sanctuaires d'oiseaux de France, le parc ornithologique du Marcanterre. On peut observer dans cette réserve naturelle plus de 360 espèces. Il est 8 heures, Philippe Carouette, le responsable du parc, fait sa visite quotidienne avant l'ouverture au public. Le matin, comme ça, de bonne heure, on a le parc pour nous, mais aussi pour les oiseaux, pour la nature. Chaque matin, c'est une rencontre nouvelle. On a déjà une rencontre avec le paysage, avec les ambiances, puis après avec les habitants. On a l'impression qu'on va tout... Oh là, oui, il y a des échasses là. Oh, sympa. Oh la vache, il y a des barges. Il y a les premières barges qui descendent, là, les premières barges à queue noire. Ça, c'est la magie de la migration. En cette période de migration,
Ces oiseaux, les barges, arrivent de Sibérie avant de repartir vers le Cap-Vert. Philippe observe maintenant les cigognes. Elles sont en escale au Marcanterre, le temps de la reproduction. Ah, c'est marrant, l'adulte est en train de tirer sur une branche. Là. Il tire sur une branche. Il y a une branche qui doit le gêner au-dessus du nid, ou je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là. On a l'impression que la branche est en train de gêner. C'est un comportement que j'avais jamais vu, ça. Le naturaliste se rapproche du nid. La mère surveille les petits âgés de 6 semaines pendant que le mâle est parti chasser. Le plus âgé, qui a une journée de plus que les autres, commence à découvrir la stature debout. Donc on voit un petit peu les pattes qui flageolent, il ne reste pas très longtemps debout. Les deux autres ne savent pas encore trop se mettre debout. Et il y a toujours un adulte qui reste à côté pour défendre les petits face aux prédateurs, pour les protéger de la pluie par exemple. Et l'autre adulte est parti chercher la nourriture. Voilà, oh génial, l'autre adulte qui arrive avec des branches dans le bec, superbe. Waouh, ça c'est sympa. Il y a toujours quelque chose à faire dans une maison. Alors que le mâle est reparti chercher de la nourriture, une autre cigogne survole le nid. Elle a compris qu'il s'intéressait au nid, elle a claqué du bec. Elle a rejeté la tête en arrière et on a vu le bec qui s'est ouvert et elle a vu cette cigogne qui passait au-dessus, qui était un intrus. Et là, elle a vraiment claqué du bec pour dire « Attention, le nid est occupé, je suis prêt à défendre le nid et les poussins qui vont avec. » Le danger s'est éloigné, le mâle est de retour pour nourrir les petits. Dans l'après-midi, Philippe veut apprendre à des gardes en formation le bagage des cigogneaux. La mère, effrayée, a quitté le nid et surveille à distance. Les petits ne bougent pas, ils adoptent une attitude de défense. Pour Alexandre, c'est une première. C'est impressionnant de récupérer comme ça un bébé cigogne pour la première fois ici en Baie-de-Somme. Ouais, c'est quand même assez impressionnant, surtout que c'est déjà un bel oiseau, qui fait déjà le poids de l'adulte. La mère continue d'observer, toujours à distance. Philippe donne ses premiers conseils. Voilà, c'est bien, impeccable, nickel. Il y a une forme de responsabilité, puis avec du plaisir aussi, de penser que cet oiseau va peut-être être contrôlé d'ici quelques mois de l'autre côté de la Méditerranée. On pourrait le retrouver où, celui-ci, par exemple? Alors celui-ci, on pourrait le retrouver en halte en Espagne, et pourquoi pas en hivernage en Afrique subsaharienne. La mission se termine, les jeunes ornithologues replacent les cigogneaux dans le nid. La mère peut quitter son poste de guet. Enfin, la cigogne retrouve ses petits. Le lendemain, nouvelle opération dans la Héronnière. Il y a les échassiers et puis il y a les autres. Ouais, il y a les bécassos variables. En cette période de nidification, Philippe souhaite avancer au plus près des arbres pour compléter ses observations. Il est hors de question d'aller en dessous, surtout à cette époque-ci. Vous allez en dessous, tous les jeunes vont tomber des nids, ça va être catastrophique.
Donc cet espace-là est un petit peu un sanctuaire dans le domaine du Marcanterre, où on n'y va jamais. Hein. Au sommet des Grands Pins, on compte 150 couples d'échassiers. Il y a des hérons cendrés, des spatules et bien sûr des cigognes. Tous cohabitent ici le temps que les petits apprennent à voler. Regarde, on voit la tête dépasser la spatule. Ouais. Il essaye de lui choper le bec. Hop, ça y est, il lui a chopé. Ça y est, hop, régurgitation. L'adulte qui se fait harceler par les poussins d'aigrette, là. Elle est en train de les nourrir, là. Les petits ne savent pas voler et l'adulte les oblige à sortir du nid. Voilà, ils font des sauts de puce. Hop, elle va aller se poser juste à côté pour les obliger, voilà, ils suivent, ouais. Du coup, les jeunes descendent petit à petit. Hein. On saut de puce, doing, hop, hop. Ils avancent et l'adulte est en dessous. La fin les oblige à suivre l'adulte et à faire les premiers envols. Voilà, hop, il va les emmener un peu plus à droite à chaque fois. Hein. Dans quelques semaines, tous ces juvéniles quitteront les nids de leurs propres ailes. Ils voleront vers l'Afrique pour y passer l'hiver. On va espérer que l'année prochaine, la colonie revienne. Je dis espérer parce que rien n'est acquis, rien n'est écrit. C'est toujours une attente au printemps de voir revenir les oiseaux sur la colonie. Donc c'est l'histoire de la vie finalement. De l'autre côté de la baie, le seul promontoire de la région domine Saint-Valery-sur-Somme. Ce matin, un petit bateau quitte le port. À son bord, 2 naturalistes amateurs. Philippe est infirmier et John est à la retraite. Il vient de Hollande. Tous deux partagent la même passion pour les phoques qui peuplent les bancs de sable à l'entrée de la baie. Ils partent pour une journée d'observation et de surveillance de cette colonie qu'ils étudient depuis 15 ans. Après avoir longé les villas de Saint-Valery, ils descendent le canal qui mène vers la mer. Il y a 25 ans, il n'y avait plus de phoques en baie de Somme. Aujourd'hui, on en compte près de 300, venus des côtes belges et anglaises. Deux espèces cohabitent, les phoques gris plus imposants et les veaux marins avec leur pelage tacheté. À peine sortis du canal de la Somme, les 2 bénévoles repèrent un îlot sur lequel reposent des phoques gris. Il faut comprendre que ces animaux sont des grands voyageurs et que les phoques gris que l'on voit aujourd'hui sont des phoques gris qui demain peuvent être en Pays-Bas ou qui demain peuvent être sur le sud de l'Angleterre. Ils se reposent 4 ou 5 jours sur un estuaire de choix parce qu'il y a une qualité de repos, une tranquillité. Et ils vont repartir en mer, s'alimenter pendant une semaine et ensuite repasser sur l'estuaire. It's good for you? Okay, John. Ces mammifères marins sont très craintifs et pour ne pas les effrayer, Philippe et John jettent l'ancre à distance.
Les animaux nous ont vus depuis tout à l'heure. Là maintenant, ça fait une demi-heure, 3/4 d'heure que nous étions à 500 mètres d'eux. Tant qu'il y a de l'eau entre les phoques et les individus, ça ne pose aucun problème et on va pouvoir travailler dans ces conditions-là. John ? C'est un phoque qui a été relâché l'année dernière dans la baie. On le voit là-bas avec sa plaque sur la tête. C'est un jeune phoque marin qui a une plaque collée sur la tête. C'est un disque qui a 2 couleurs. C'est un jeune individu trouvé pendant l'été dernier, échoué sur une plage. Il a été mis en centre de soins et relâché à l'automne dernier. On a là la preuve qu'il a passé une bonne saison hivernale et qu'il est reparti pour vivre sa vie normale. Ça va être top. À 600 mètres de la colonie, les 2 amis vont devoir attendre dans le calme pendant 6 heures. C'est à ce moment-là que tu comprends les phoques qui sont en train de se faire chauffer. Le temps que la marée monte, ils vont pouvoir se faire accepter. La mer est haute. Thierry et John peuvent longer le banc de sable sur lequel les phoques profitent du soleil. C'est le meilleur moment pour les photographier. On fait des photos, puis on les met dans l'ordinateur. On peut alors les comparer à celles qu'on a faites l'année dernière et voir si tel individu était là ou pas. On les identifie grâce à leurs taches sur le corps. Ces clichés permettent d'identifier chaque animal. Les taches du pelage sont comme des empreintes digitales. Au total, ils ont déjà réalisé plus de 26 000 photos de phoques gris qu'ils partagent avec les scientifiques qui les étudient. C'est une très grosse femelle. Elle est enceinte. Et là, on a Marionnette. Marionnette devant nous, là, John. Elle est là, il y a les 2 phoques qui sont dans l'eau et Marionnette est sur le sable à côté. Marionnette, c'est un individu que j'ai déjà photographié une 15aine de fois. Elle a des signes que j'ai maintenant mémorisés. C'est quand même intéressant de savoir que c'est un individu qui est fidèle et qui revient régulièrement sur les reposoirs de la baie de Somme. Ces animaux ne sont que de passage. John et Thierry espèrent que bientôt la colonie restera dans la baie toute l'année. Ce serait merveilleux que les jeunes phoques restent dans la baie de Somme jusqu'à l'âge adulte. Ce serait incroyable et si ça arrive, j'espère bien être là pour le voir. Jusqu'au soir, les 2 amis vont photographier la colonie au cœur de la baie de Somme. En direction de l'est, nous survolons les étangs d'Incheville, qui marquent la frontière sud de la Picardie. Ce paysage abrite un édifice qui raconte une partie de l'histoire de la région. À quelques kilomètres de la vallée de la Brelle émerge l'un des rares monuments du Moyen-Âge à subsister. Le château fort de Rambure.
Cette forteresse féodale à plan carré est déjà debout pendant la guerre de 100 ans. Elle permet aux seigneurs de Rambures de résister aux envahisseurs anglais, puis aux assaillants bourguignons. Elle appartient à la même famille depuis 600 ans. Aurélien Riès, le régisseur de ce joyau d'architecture militaire, en connaît tous les secrets. Érigé au XIVe siècle, Rambures est habité jusqu'en 1938. On voit bien quand on est dans les fossés, hein, on n'a pas affaire à un château fort ou un château classique. C'est pas une maison en fait, c'est une forteresse, un vrai bâtiment militaire. Ça fait 34 mètres de haut. Et c'était tout en briques comme ça, déjà c'était tout rond pour mieux résister à l'artillerie. Et d'ici, on a la chance encore d'avoir les différentes ouvertures militaires. Sur la façade, partout, des ouvertures ont été créées pour faire feu. Les canonnières apparaissent sous les fenêtres et au sommet des tours, les machicoulis permettent de jeter des charges sur les ennemis. Pour mieux résister, l'édifice est à demi enterré et protégé par des fossés. Mais la particularité de Rambures, c'est d'être le premier château construit en briques en France. Les murs de 2,50 m d'épaisseur résistent mieux que la pierre. Ce n'est qu'au XIXe siècle que la forteresse a été transformée en habitation. Au premier étage, le grand salon est l'une des plus belles pièces du château. Des objets et des œuvres d'art glanés par les différents membres de la famille depuis 200 ans ont été rassemblés par Marie de Rambures, la dernière de la famille à avoir porté le titre de marquise. Vous avez 3 super jolies consoles. Ça, c'est Marie de Rambures qui les a ramenées de Venise. C'est du baroque italien dans le style. Elle adorait ça, c'est du mobilier très aéré, très vivant. Elle avait une grande passion pour la baroque italienne. Et elle a fait quelques petites courses sur l'île de Murano. Par exemple, elle a ramené ce tout petit lustre qui prend pas beaucoup de place, mais qu'elle adorait. Au mur, les tableaux relatent l'histoire de la famille. Comme ce portrait de Louis-Antoine de la Roche-Fontenille, maréchal de France et compagnon d'armes de Lafayette. Au dernier niveau, l'architecture du château rappelle sa fonction défensive. Le chemin de ronde y contourne l'ensemble de l'édifice. « 75 soldats pouvaient y séjourner. » Le château il est tout en briques, excepté sur la zone chemin ronde. Donc c'est une pierre calcaire, c'est un calcaire local. Et on dit qu'il a été fait en blanc comme ça pour être justement mieux vu de l'extérieur. C'est-à-dire que le blanc reflète la lumière. Les ouvertures par contre ne le font pas, c'est du noir sur du blanc. Le contraste volontaire entre le blanc et le noir empêchait les assaillants de voir les tireurs. À partir du XIXe siècle, les propriétaires font évoluer les façades. Ici, ils font bâtir cette étonnante baie vitrée dans les années 20. Ils ont pris le chemin de ronde, toute la partie blanche à l'extérieur, et ils l'ont percé du côté sud de quelques petites terrasses. C'est-à-dire que la terrasse est là, elle est autour de nous, mais ils ont rajouté une grande verrière pour en faire un petit jardin d'hiver. Le château se distingue aussi par une roseraie d'exception créée à l'emplacement de l'ancien potager. Elle compte plus de 3000 rosiers et 510 variétés anciennes et modernes. C'est le domaine de Véronique Jésucat,
la paysagiste. Pour traiter ses fleurs, elle n'utilise aucun produit chimique. C'est dommage d'empoisonner la terre, s'empoisonner soi-même. Donc je préfère que tout soit naturel. Je retrouve les coccinelles, je retrouve les vers de terre, il y a tout. Le principal, c'est après de ramasser toutes les feuilles malades. C'est surtout de ne pas les laisser par terre. Parce que si vous laissez les feuilles malades par terre, le rosier, il est condamné. La maladie va reprendre les années suivantes et toujours, et toujours, et toujours. Véronique connaît tous les secrets des roses. Et surtout l'art de la taille. Pour les tailler, il faut toujours tailler normalement à 5 folioles. Ici, je ne vais pas la couper là parce que vous avez 3 folioles. 1, 2, 3 folioles. Je vais la couper ici parce que ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 folioles. Toujours à Et 5, vous avez hein. bien le bourgeon qui sort. Donc là, vous coupez ici. Le beau bourgeon pour la nouvelle rose. Et plus vous coupez, plus il y a des roses qui repartent. Vous voyez, ça va être des nouvelles roses. Et voilà, tout ça, c'est des nouvelles roses. D'inspiration médiévale, ce jardin a été pensé comme un labyrinthe de senteurs et de couleurs. Marco Polo, Harmonia, Rose de Picardie, Pink Lady. La roseraie de Rambures est un véritable conservatoire d'espèces les plus rares, venues du monde entier. Je parle à mes rosiers, je lui dis tiens toi tu vas pas bien aujourd'hui, il y a un problème ou tu as soif, tu es malade. Vous le sentez quand elles vont pas bien? Oui, ça se sent. Je vois quand il est pas bien, il jaunit, il a les feuilles qui tombent. Et parfois je dis tiens toi tu te plais pas là. Alors, donc je prends le rosier, on le dépique et puis je le remets ailleurs. Et là il s'y plaît, il pousse, il pousse. Toujours plus à l'est, les paysages racontent l'histoire du 19e siècle en Picardie. Terre de naissance de la fabrication du verre et devenue prospère avec les industries textiles et sucrières, elle abrite une fabrique à l'histoire singulière, l'usine Godin. Entre le Vermondois et la Thiérache, dans une boucle de l'Oise, apparaît cette impressionnante construction de briques, le Familistère de Guise. Ici, à partir de 1858, et pendant un siècle, les familles des employés de l'usine Godin ont cohabité. Édifié comme une ville nouvelle, le Familistère est aujourd'hui classé à l'inventaire des monuments historiques et restauré. Cette utopie est l'œuvre de l'industriel visionnaire et humaniste Jean-Baptiste André Godin. C'est à 300 mètres de son usine que l'inventeur des poêles en fonte fait construire ce bâtiment pour y loger ses salariés, qu'ils soient ouvriers ou ingénieurs. En pleine révolution industrielle, Godin veut prouver que l'homme peut s'épanouir par le travail. Patron atypique, d'origine modeste, il crée à Guise l'association du capital et du travail. Les employés peuvent devenir coactionnaires de leur entreprise et les grandes décisions doivent être votées par tous. Pour le Familistère, il demande à l'architecte de soigner les détails.
Il dessine des frontons ouvragés, utilise des tuiles vernissées et fait sculpter des balcons de pierre. C'est une première pour un habitat social. Cette expérience de vie commune fonctionne jusqu'en 1968. Allez, on y va. Françoise Bronchin est née à Guise. Donc on va rentrer par la porte centrale et vous allez découvrir cet espace où on vivait ensemble. Fille et petite-fille d'ouvriers chez Godin, elle a vécu ici jusqu'à l'âge de 15 ans. Institutrice à la retraite, elle fait découvrir aujourd'hui ce palais ouvrier aux visiteurs. On va rentrer dans le pavillon central. Sitôt l'entrée franchie, on découvre l'immense verrière qui abrite la cour intérieure. Un choix architectural très novateur pour l'époque. Vous avez ici l'espace, c'est un peu la place de village, mais couverte. Regardez cette lumière qui rentre abondamment. Monsieur Godin, quand il construit ses pavillons, il va les couvrir avec une verrière pour y faire rentrer le maximum de lumière. Autre nouveauté, pour faire entrer cette lumière dans chacun des appartements, on crée des grandes fenêtres. Imaginez ces gens qui viennent des campagnes. Eh bien, quand ils parlent de leur habitat, c'est souvent une seule pièce, terre battue, peu de meubles et surtout des petites fenêtres parce qu'on payait des impôts sur les portes et les fenêtres. Au-dessus de la cour, 3 étages de coursives desservent les logements. Là encore, Godin innove. Le confort est maximal avec le chauffage central collectif et des appareils de cuisson. Mieux encore, le volume des logements s'adapte à la taille de la famille. Il faut se rendre compte le volume des pièces, la clarté et surtout toutes les commodités à portée de chaque appartement. Vous aviez donc l'eau courante à chaque étage, vous aviez les sanitaires avec effet d'eau et donc l'hygiène était très présente ici. Godin met également en place des services pour simplifier la vie des habitants. Il dispose ainsi d'une laverie. Il crée les premières pouponnières et garderies d'enfants pour permettre aux femmes de travailler. La cour centrale, couverte, devient place de village. Comme ici pour la fête de l'enfance, célébrée en 1909. Le palais social prend des airs de petite ville avec ses magasins coopératifs où les produits sont vendus à prix coûtant. En face du palais social, l'industriel fait édifier une école. À une époque où l'on peut encore faire travailler les enfants dès l'âge de 8 ans, et 20 ans avant Jules Ferry, il innove en rendant l'instruction obligatoire de 4 à 14 ans. Et l'école est mixte. Il faudra attendre 1960 pour que cette pratique se généralise. Les 2 classes communiquent directement avec un théâtre. C'est quand même aussi extraordinaire de trouver un théâtre dans un petit bourg, on peut dire, parce qu'à l'époque, les théâtres étaient réservés à la classe bourgeoise et se trouvaient dans les grandes villes. Dans ce théâtre à l'italienne de 600 places, les enfants et les ouvriers donnent des représentations. Monsieur Godin veut mettre la culture à la portée de tous les ouvriers, quelle que soit la classe sociale. Donc ça, c'est assez nouveau, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les gens riches qui avaient accès à la culture. Aujourd'hui, une nouvelle phase de restauration est lancée. Dans l'aile gauche, qui n'a pas été modernisée, on projette d'aménager un hôtel et une salle de spectacle. Dans l'aile droite, des logements sociaux seront mis à la disposition de nouveaux locataires dans quelques mois.
y aura environ 70 logements qui seront en location. Donc il va retrouver sa vie avec tous les gens qui vont se promener sur les coursives. Voilà, la vie d'autrefois, j'espère. Ils pourront partager la mémoire de cette expérience humaniste unique. Ironie de l'histoire, l'industriel atypique avait édifié son palais social juste en face d'un symbole de l'aristocratie, les ruines du château des ducs de Guise. Sur les bords de l'Oise, l'aérodrome de Marny-les-Compiègnes accueille un événement qui n'a lieu qu'une fois par an. Le meeting aérien de l'association Le Cercle des Machines Volantes. Ici, des amateurs d'avions anciens font revivre la grande histoire de l'aéronautique dans la région. Comme celle des frères Caudron, des pionniers de l'aviation originaires de la baie de Somme, qui ont fait décoller leur premier biplan en 1909 à partir des plages de Picardie. L'association se mobilise pour la sauvegarde de machines anciennes conçues entre les années 20 et les années 40. C'est quoi le programme là, une fois qu'ils sont là-bas, à partir de 14 h, on va se mettre en place. Faut mettre les barrières, là, faire le corridor. Là. D'accord, ouais. Tu vois, ils sont en train de le mettre en place. Là. Frédéric Collineau. Allez les aider, ce serait bien. On va faire ça, ouais. Quelqu'un aux ailes? Vérifiez. Et son frère Alexandre ont créé ce club de passionnés. C'est une journée importante, ça permet de présenter au public nos avions en restauration. On programme une vingtaine de machines en état de vol là, qui vont faire des démonstrations de voltige, des avions anciens, de toutes les périodes de l'aviation. Sur la piste s'élance cet étrange Aéro 45, un bimoteur tchèque de 1949. Il a servi d'avion d'entraînement pour les pilotes soviétiques. D'accord, et t'as les militaires avec toi? Puis c'est au tour d'un petit biplan. Le BITS a été conçu pour l'acrobatie aérienne dans les années 40. Il reste aujourd'hui encore l'un des meilleurs appareils de voltige. Moins rapide, cet avion postal américain déposait le courrier dans les comtés les plus reculés du Middle West. Enfin, c'est au tour de Frédéric, le président du Cercle des Machines Volantes, de prendre le manche. Il décolle à bord de l'un des plus prestigieux appareils de l'association, un T6 Texan, restauré récemment par les bénévoles. Dans les années 30, cet avion servait d'appareil d'entraînement pour les pilotes de chasse américains. Pendant la semaine, Frédéric contrôle des Airbus et il passe tout son temps libre à faire voler ses pièces de musée. Allez, poussez un peu les gens là. Ouais, vas-y comme ça. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons les frères Collineau
dans l'atelier de l'association. Il travaille sur une pièce unique. Encore. Un Morane fabriqué en 1929 et en cours de classement à l'inventaire des monuments historiques. Pour restaurer ces machines de légende, les amateurs peuvent travailler des années. Chez les deux frères, cette passion remonte à l'enfance. On faisait des maquettes petits, ça a commencé comme ça, quoi. À Noël, on avait une maquette en plastique à monter, et puis voilà, c'est devenu là, comme ça, la passion, en fait. Au fur et à mesure, on s'est intéressé. Puis après, quand on a eu l'âge, on s'est mis au pilotage un petit peu, puis aussi à la mécanique en parallèle. Toi, Jean-Pierre, tu te mets avec ça? Ouais. Toi, Alex, Cela fait 9 ans qu'il tente de redonner vie à ce Morane, et cet après-midi, c'est une étape importante. Il replace le moteur d'origine. On avance. C'est vraiment le cœur de l'avion, donc on est vraiment content de le remonter et le faire voler bientôt, quoi. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc ça va fonctionner. Depuis un an, une nouvelle recrue participe à la restauration. Laetitia est hôtesse de l'air et pilote amateur. Laetitia, tu peux aller le tenir, le fuselage là-bas derrière? Ok, je m'en occupe. Pour voler sur ces avions anciens, il faut d'abord apprendre la mécanique. Je suis en train de maintenir le fuselage. Je fais contrepoids en fait, pour pas qu'il y ait de soucis par rapport au fait de poser le moteur à l'avant. C'est très complémentaire, comprendre comment fonctionne un avion, les moteurs, tous les systèmes, toutes les commandes de vol. Et si jamais on a un petit souci en vol, un petit incident, pour comprendre aussi d'où vient l'incident et comment le traiter. Dans les années 30, le Morane MS-181 est un avion à la pointe de la technologie. Seuls 12 exemplaires sortent de l'usine. Et les As l'utilisent pour apprendre la voltige. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le moteur fonctionne et pour la première fois depuis 40 ans, le Morane va s'élancer sur la piste pour un test de roulage. C'est un grand moment, quoi, hein. C'est une responsabilité. Donc il faut que tout soit vérifié parfaitement et on est tous contents une fois que le premier vol est passé, quoi. Contact, prêt. Prêt. Ce Morane est le dernier exemplaire à être en état de vol aujourd'hui. Yankee Etel, essai décollage 23. Tout se passe bien et Frédéric parvient même à s'élever à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la piste. Le test est concluant et prochainement, le Morane pourra retrouver les airs. Moi, je vais vous expliquer comment fonctionne le stamp. Le lendemain, pour la première fois, Laetitia s'apprête à piloter un biplan. Frédéric, son instructeur, va tenir le deuxième manche. C'est un biplan, donc il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que c'est un avion qui a quand même beaucoup de traînées. On vérifie bien l'hélice, qu'il n'y ait pas d'impact. Ce Stamp est le premier avion que les frères Collineau ont restauré. On vérifie l'état des pneumatiques, des haubans. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'aspérité sous l'aile. L'état de l'hélice. Les ailerons qui sont bien conjugués. En fait, c'est très sommaire. Le manche ici qui conjugue les ailerons, vous voyez. Donc c'est du pilotage aux fesses, c'est vraiment à l'ancienne. Il n'y a rien de moderne. C'est comme quand vous conduisez une 2 chevaux, c'est exactement la même chose en fait. Allez. Plein gaz. Voilà. On le met en ligne de vol tout de suite. En ligne de vol, je pousse vers l'avant. Parfait. On regarde bien dehors. On regarde bien l'extérieur. Voilà, pas trop. Ouais. On le laisse accélérer. Ouais. Ok, super. Le palier. Tu
fait un palier pour prendre de la vitesse. Ça marche. Laisse-le accélérer. Ah ouais. Ouais, excellent. Alors aujourd'hui, Laetitia, on va faire une petite navigation autour de Compiègne. D'accord. Pour son premier vol, Laetitia doit apprendre à bien stabiliser l'avion. Tu vas voir, c'est assez sensible aux commandes. Ouais, j'ai remarqué déjà. Ouais, c'est sensible. Hein. Garde bien tes 110 km/h. Ouais. Voilà. Regarde bien dehors ton assiette. Laetitia habite en région parisienne. En volant avec Frédéric, elle découvre la Picardie. Il survole d'abord Compiègne. Donc tu vois, on commence à distinguer le château de Compiègne sur notre gauche. Voilà le château. Ah, je le vois. Magnifique. On voit bien l'Oise et le château derrière. Ah ouais. Ouais, il est magnifique. Dès le XVe siècle, la cité devient ville royale. En 1733, Louis XV fait agrandir le palais et lui donne son aspect définitif. Ça a été aussi une demeure de Napoléon qui fait venir toute l'intelligence de l'Empire ici pour faire des fêtes. Après la Révolution, le château devient l'un des préférés de Napoléon, puis de son neveu, Napoléon III, qui convie régulièrement des centaines d'invités. Tu vas pouvoir tourner à gauche. Alors sécurité. Sécurité, il n'y a personne. Tu peux virer, vas-y. On vire. Tranquillement. Là, on va passer au-dessus de l'allée des Beaumont. D'accord, très bien. Tu vas pouvoir redescendre à 300 mètres. C'est la clairière dans la forêt que tu vois là. L'allée qui est juste sur notre gauche. D'accord. Non loin du château, Laetitia et Frédéric survolent l'allée des Beaumont. La légende raconte que pour plaire à l'impératrice Marie-Louise, Napoléon y fit abattre de nombreux arbres en une nuit. Il voulait que la vue ressemble au panorama de son château autrichien. C'est une belle preuve d'amour, hein, tout ça. Ouais. La forêt est magnifique en tout cas. Voilà, alors là on a vu sur toute la forêt de Compiègne qui est énorme. C'est une des plus grandes forêts de feuillus de France. C'est vraiment superbe. Avant d'être colonisée par les arbres au Moyen-Âge, cette zone n'est qu'un immense marécage. Louis XIV y fait tracer 54 routes pour les chasses royales. Tu vois la clairière dans les bois là? À droite? Juste sur ta gauche là. Sur ma gauche. Regarde bien. D'accord, ça y est. C'est là où on a signé l'armistice de la guerre de 14-18. Oh, on m'en a parlé, mais je l'ai jamais vue cette clairière. Au cœur des arbres apparaît la clairière de l'armistice. C'est ici, dans un wagon, que le maréchal Foch signe la fin des combats avec l'Allemagne le 11 novembre 1918. Je vais reprendre les commandes. Ok. Je reprends les commandes. Ça marche. Regarde bien. Profite du spectacle. Waouh. Incroyable. On la voit très bien la clairière, tu la vois? Ouais. Voilà. Le rail de chemin de fer passait tout en plein milieu de la forêt. D'accord. Ouais,
je le vois très bien. Ah, tu vas reprendre les commandes, Laetitia? D'accord, je reprends les commandes. Donc là, en ligne de vol, je le laisse à 120, c'est bien? Tu restes vers 120 km/h, ouais. Ok. Un petit peu plus de manches en avant. Ouais. Voilà. Ça marche. Oh, il faut le tenir. Hein. Ouh. T'as vu un peu les turbulences? Ouais. Après 1 heure de vol, Laetitia prend de l'assurance. Les 2 pilotes mettent cap au nord. Alors ce que je te propose, c'est de laisser le château à notre gauche. Tu vas faire le tour de château en palier. À Pierrefonds, un imposant château fort émerge de la forêt. Alors je vais droit sur le château. Voilà. Ok. Garde bien ton altitude et ton cap. Yes. Donc le voilà le château. Ouais, magnifique. On va faire un 360 autour du château. Voilà. Ça marche. Si son origine remonte au XIIe siècle, c'est au XIXe qu'il retrouve sa splendeur avec la campagne de restauration dirigée par l'architecte Viollet-le-Duc. Napoléon III fait de Pierrefonds une résidence impériale pour y recevoir et affirmer son pouvoir. T'as vu s'il est beau? Ah, il est magnifique. Je l'avais jamais vu d'en haut, c'est magnifique. Magnifique. Si l'architecte respecte la tradition médiévale, il laisse en partie libre cours à son imagination en relevant des ruines ce monument exceptionnel. La silhouette générale du château est rehaussée par des accessoires de toiture moderne, comme les lucarnes, les crêtes de faîtage, les girouettes et les bannières. Faute d'argent, les travaux s'arrêtent en 1885, 6 ans après la mort de Viollet-le-Duc. Certaines décorations intérieures demeurent inachevées. Alors c'est simple, pour regagner Compiègne, tu suis le canal là. Est-ce que tu vois le canal qui est sur notre gauche? Oui, tout à fait. Ben, tu suis ce canal. D'accord. Et ça, comme ça, tu regagnes Compiègne. C'est la navigation à vue, c'est voilà. pratique. Les 2 pilotes rentrent à l'aérodrome. Ils longent le canal qui relie les vallées de l'Oise et de l'Aisne. Un ouvrage d'art creusé à partir de 1880. Dans cet avion, la ventilation est irréprochable. Ah ouais, c'est sûr. C'est incroyable. Et je vais t'emmener voir une ancienne abbaye, l'abbaye d'Ouscan. D'accord. En quittant le canal et en remontant le cours de l'Oise, Je la vois, je vois les ruines. Magnifique. il se dirige vers l'abbaye d'Ourscan, fondée au XIIe siècle par saint Bernard. Abandonnée à la Révolution et classée à l'inventaire des monuments historiques depuis le XIXe siècle, elle fut l'un des plus importants monastères cisterciens de la France du Nord. Ah, c'est incroyable comme elle est posée. On se demande comment elle peut encore tenir cette abbaye. Wouhou! Un beau virage, hein. Wow, c'est magnifique. Allez, on va ressortir de virage.
Très bien. Et on va rentrer à Compiègne. Ça marche. Le temps d'un dernier regard pour Laetitia sur l'un des trésors de cette Picardie, entre terre et mer.